Mes chers élèves de la troisième année APEC BIOF, à vous la correction de l'examen régional normalisé session juin 2019, région Sousse Massa. L'exercice 1, il est pour des points. La première question, répondre par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient. Pour la première phrase, le mouvement et le repos sont deux notions relatives. Donc, pour déterminer qu'un corps est en mouvement ou au repos, on doit choisir un corps de référence appelé aussi référentiel. Donc, si ce corps change sa position par rapport à ce référentiel, on dit qu'il est en mouvement. Si on ne change pas de position, on dit qu'il est au repos. C'est pour cela que le mouvement et le repos sont deux notions relatives. Donc cette phrase est vraie. Pour la deuxième phrase, le mouvement des aiguilles d'une montre est un mouvement de rotation. Voilà, on a une montre. On va prendre 2 points de l'une des aiguilles de cette montre. Et ils décrivent des trajectoires qui sont circulaires autour du même axe, qui est l'axe de rotation. Donc, le mouvement des aiguilles de la montre sont de rotation. Pour la troisième phrase, l'unité internationale de la vitesse est le km par heure. Donc le km par heure, c'est une unité qu'on utilise souvent, mais l'unité internationale, c'est le mètre par seconde. Donc cette phrase est fausse. Pour la quatrième phrase, le poids et la masse sont deux grandeurs physiques qui ont la même unité. Et ici, on ne dit pas le poids, mais c'est l'intensité de poids. Donc l'intensité de poids, c'est une grandeur physique. Donc ces deux grandeurs physiques qui sont l'intensité de poids et la masse n'ont pas la même unité parce que l'intensité de poids a comme unité internationale et là le newton et pour la masse c'est le kilogramme. Donc cette phrase est fausse. On passe à la deuxième question. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. Pour la première phrase, ici on va parler de la nature des mouvements. Et on a 3 sortes de nature qui sont soit accélérées, retardées ou uniformes. Et ça dépend soit de la vitesse, c'est-à-dire est-ce que la vitesse il augmente ou diminue ou reste constante, soit il dépend des distances parcourues par le mobile. Pour cette phrase ici, on a le mouvement d'un corps mobile et dit si sa vitesse augmente. Donc si la vitesse augmente, on dit qu'il est accéléré. Et si la vitesse diminue, donc le mouvement est retardé. Et pour si la vitesse bien sûr est constante, on parle d'un mouvement qui est uniforme. La deuxième phrase, lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, donc ici on va parler de la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc ces deux forces ont pour l'intensité la même intensité, ont la même direction ou on dit aussi la ligne d'action. Et pour le sens, ils ont des sens qui sont opposés. La troisième question. Considérons un livre de masse m égale à 200 grammes et de centre de gravité g en équilibre sur une table horizontale comme le montre la figure ci-contre. Le livre est soumis à deux forces, son poids P et la force R exercée par la table. On donne G égale à 10 newtons par kilogramme. La première question pour ici, c'est classer les deux forces P et R en force de contact et en force à distance. Pour P, donc P c'est la force exercée par la Terre sur ce livre. Donc la Terre exerce cette force et qui est une force à distance. Pour R, qui est exercée par la table sur le livre, donc
ils sont en contact, donc c'est une force de contact. Pour cette deuxième question, c'est 3.2. Déterminer les caractéristiques du poids des livres. On sait que les caractéristiques sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Pour le point d'application, donc pour le poids, donc le poids qui est la force exercée par la Terre sur le livre, donc la Terre exerce une force sur le livre sur le point G, qui est le centre de gravité. Et pour la droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par le point G. Le sens, pour le sens, bien sûr, la Terre elle attire le livre vers le bas. Donc de G vers le bas. Et pour l'intensité, puisqu'on a la masse et on a G qui est l'intensité de pesanteur, on peut appliquer la relation P égale à M qui est multipliée par G. Pour M, on a M égale 200 grammes, donc on doit la convertir en kilogrammes. Et pour le G, bien sûr, on a 10 newtons pour chaque kilogramme. On va remplacer dans la relation. On a la masse qui est 0,2 kg et pour G, c'est 10 newtons par kilogramme. Et pour le résultat, c'est 2 newtons. Pour la représentation du poids P, donc comme on a les caractéristiques, vont nous aider à faire cette représentation. Puisqu'on a 1 centimètre pour 2 newtons et on a 2 newtons comme intensité, donc on va représenter cette force par un vecteur, par une flèche de longueur 1 cm. Donc ici, on va mettre la règle pour tracer. Donc la flèche, il a un point de départ qui est G. Elle est portée par la verticale passant par G. Elle a un sens vers le bas et sa longueur égale à 1 qui correspond à 2 newtons. Préciser en justifiant la réponse de l'intensité de la force R. La force R. Puisque le livre est en équilibre et soumis à deux forces qui sont P et R, donc ces deux forces ont la même intensité selon la condition d'équilibre. L'exercice 2. Relié par une flèche, chaque grandeur physique dans le groupe 1 part à son unité internationale dans le groupe 2. Donc on a la résistance électrique, et là on voit ici, on a des unités internationales, mais on a une unité qui n'est pas internationale, c'est le watt-heure. Donc on ne va pas prendre en considération cette unité. Donc pour la résistance électrique, c'est le l'ohm. Et la puissance électrique, bien sûr, c'est le watt. Et pour l'énergie électrique, bien sûr, comme unité internationale, c'est le joule. Par contre, le wattheure, c'est une unité qui n'est pas internationale. C'est parmi les unités qu'on utilise souvent pour l'énergie électrique. Et pour l'ampère, c'est l'unité internationale de l'intensité du courant. On passe à la deuxième question. On applique une tension électrique U égale 6 volts entre deux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R. L'intensité du courant électrique qui traverse ce conducteur est. Donc ici, on va appliquer selon la loi d'Ohm. On a U égale R qui multiplie I. Et d'après cette relation, on peut donner I qui est égal U sur R. On va remplacer U par 6 volts. Et pour la résistance, c'est 120 ohms. On aura comme résultat 0,05 ampères.
Donc cette intensité est I égale 0,05 ampères. Pour 2.2, l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en énergie. Bien sûr, tout appareil de chauffage, il transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Troisièmement, Ahmed fait fonctionner dans sa maison 2 lampes identiques portant les indications suivantes, 220 volts et 20 watts, et un chauffage électrique porte les indications qui sont 220 volts et 1100 watts. Pour la question 3.1, quelle est la signification des deux indications portées sur le chauffage électrique? Puisque donc sont écrites sur le chauffage, donc on les appelle, elles sont des caractéristiques nominales. Pour 220 volts, c'est l'intensité électrique nominale, c'est avec laquelle on peut fonctionner le chauffage électrique d'une façon normale. Et pour le 1100 watts, c'est une puissance électrique nominale. C'est-à-dire, si on fait fonctionner le chauffage électrique par 220 volts, il aura une puissance consommée qui est électrique qui sera 1100 watts. Pour la question 3.2, calculer l'intensité efficace I des courants électriques qui traversent le chauffage électrique lors de son fonctionnement normal sous la tension U égale 220 volts. Puisqu'on a la tension électrique et on a la puissance, on a une relation qui lie ces deux avec l'intensité, c'est que P égale à U qui multiplie I. Pour Doudou, on a I égale P sur U. On va remplacer P par sa valeur qui est 1100 et pour U c'est 220 et on aura le résultat suivant. C'est 5 ampères. 3.3. Calculer en watts-heure l'énergie électrique totale consommée par les deux lampes et le chauffage électrique lorsqu'ils fonctionnent simultanément et normalement pendant 1h30. Donc ici pour la relation qu'on va utiliser, c'est E égale P qui multiplie T. T c'est le temps. Pour P, on va parler de la puissance totale, c'est-à-dire des deux lampes et de le chauffage électrique. Application numérique, on a deux lampes, on va multiplier par 20, ça c'est 40, et plus 1100 watts de chauffage électrique. Et on va multiplier par 1,5 heures. Et ça va donner comme résultat E égale 1710 Wh. L'exercice 3. Dans le cadre d'une course organisée par l'association sportive scolaire, l'élève Ahmed a essayé de battre le record du 1500 mètres dans son collège. Le record du collège est actuellement détenu en 3 minutes 55 secondes. Ahmed a parcouru cette course en 2 étapes. On a l'étape 1. Pour l'étape 1, il a parcouru une distance qu'on va appeler T1 qui est 1080 mètres. Et pour le temps, mais c'était égal à 171 secondes. Mais pour la vitesse, elle est inconnue. Donc on sait la relation qui lie ces trois, c'est que la vitesse moyenne, et c'est la distance parcourue, c'est le temps mais pour parcourir cette distance. Pour l'étape 2, on a D2, c'est-à-dire la distance restante, on a D qui est 1500, on va retrancher 1080 et on va obtenir la distance restante qui est 420 mètres. Pour la vitesse, elle est connue, la vitesse moyenne, mais ce qui n'est pas connu ici, c'est le temps, mais on va l'appeler T2. Donc calculons la vitesse.
On sait que V, la vitesse moyenne égale à T1 sur T1, c'est ce qu'on appelle l'étape 1, bien sûr. Et on va remplacer T1 par 1080 mètres. Et pour T1, c'est 171 secondes. On va obtenir comme résultat V égale 6,31 mètres par seconde. Donc, on doit aussi la convertir en km par heure. Donc, pour passer de l'unité mètre par seconde au km par heure, on va multiplier par 3,6. On va obtenir comme résultat, comme vitesse moyenne en km par heure, c'est 22,7. Ahmed a-t-il pu battre le record de son collège en parcourant la distance 1500 mètres en une durée inférieure à 3 minutes et 55 secondes? Justifiez la réponse. On calcule le temps T2 nécessaire pour parcourir la distance D2 restante de la deuxième étape, qui est inconnue. Donc, on va appliquer la même relation qui est V, la vitesse moyenne égale D sur T. Et de cette relation, on va obtenir T2 qui est D2 sur la vitesse moyenne de l'étape 2. On va remplacer D2 qui est la distance restante, c'est D moins T1, sur la vitesse moyenne de l'étape 2. Et ici, on va, pour l'application numérique, on a 1500 mètres qui est la distance du parcours, moins la distance de l'étape 1 sur la vitesse moyenne. Donc, on va obtenir T2 égale 60 secondes. Il va mettre un temps de 60 secondes sur l'étape 2. On calcule le temps T nécessaire pour parcourir la distance D égale 1500 mètres. On a T1, on a T2, il ne reste qu'à faire la somme. On a T égale T1 plus T2, application numérique bien sûr. On a T1 égale 171 secondes plus 60 secondes, ça va donner 231 secondes. Et pour convertir ceci, on va trouver que T égale 3 minutes 51 secondes. Donc maintenant, on peut répondre à la question posée. Est-ce que Ahmed va battre le record de son collège? Ahmed a parcouru 1500 mètres en 3 minutes 51 secondes. Donc, il a pu battre le record de 1500 de son collège, car 3 minutes 51 secondes est inférieur à 3 minutes 55 secondes.